Radio Laser, bonjour à tous. Nous sommes 5 étudiants de l'INSA Rennes et nous vous tiendrons compagnie pour les 25 prochaines minutes. Vous trouvez que vous ne faites pas assez de sport ? Vous avez peut-être raison et on discutera de l'importance de celui-ci dans votre vie. Sinon, vous avez sûrement entendu parler de la nouvelle série Harry Potter. Cette nouvelle divise les fans et on verra pourquoi. Et puis, vos cadeaux de Noël, ils sont prêts ? Pas de panique, on va vous aider à vous en sortir. Ou alors vous voyez déjà beaucoup plus loin et vous souhaitez passer vos vacances à la plage tout en étant payé. Dans ce cas-là, on a le job étudiant pour votre prochain été. Enfin, personne n'est contre un point culture générale ou fun fact qui sera aujourd'hui sur la guerre des émeus. Alors sans plus tarder, commençons par parler de l'importance du sport dans notre vie avec Clara. Vous êtes étudiant et confier sport et études vous semble impossible ? Vous n'êtes pas les seuls. En effet, selon des études, les étudiants font de moins en moins de sport, principalement par manque de temps ou manque de motivation. Pourtant, la pratique sportive est importante voire indispensable pour les étudiants. Elle permet tout d'abord de prendre une pause dans les révisions pour se vider la tête, se défouler et être ensuite plus efficace dans votre travail. Pratiquer une activité physique libère aussi des endorphines, ce qui réduit le stress et l'anxiété, et améliore l'estime de soi et le sommeil, ce qui est très important pour un étudiant. Le sport permet aussi de faire des rencontres, de créer des liens avec des gens qui partagent les mêmes intérêts ou passions que vous. Et principalement, pratiquer une activité sportive régulière permet de ne pas rester enfermé sur ses cahiers toute la journée, de bouger et de prendre soin de sa santé physique, ce qui est important pour vous, votre santé mentale et donc pour votre réussite scolaire, puisque oui, votre morale a un impact sur votre motivation dans vos études et donc sur votre réussite. Donc même si vous pensez que vos études occupent tout votre temps libre et qu'il vous semble compliqué de faire un peu de place dans votre emploi du temps chargé, prenez ce temps pour une séance de sport, vous en verrez les bienfaits. Et maintenant, une interview de Maïté Lochetter, professeure de sport en école d'ingénieur. Bonjour, vous êtes professeur de sport à l'INSA de Rennes. Avez-vous remarqué une baisse d'activité chez les étudiants d'année en année ? Moi, je suis là que depuis 3 années, donc j'ai pas assez de recul pour dire que j'ai constaté une baisse d'activité des étudiants. Mais donc il y a un rapport là sur la pratique sportive étudiante qui est sorti en janvier 2023 qui rapporte qu'on a peu de données justement sur la pratique étudiante, mais qu'a priori il y a 60% des étudiants qui déclarent faire une activité physique sportive régulière. Donc c'est-à-dire 40% qui ne font pas d'activité physique sportive régulière. Et pour quelle raison, d'après vous, ils ne feraient pas d'activité physique régulière ? Alors, je ne vais même pas répondre d'après moi, je vais répondre d'après le rapport qui pointe le fait que c'est le manque de temps qui occasionne le manque de pratique, c'est ce que déclarent les étudiants, et surtout le fait de ne pas pouvoir bloquer un créneau dans la semaine pour pouvoir pratiquer. C'est ça qui leur pose le plus de problèmes quand le sport n'est pas structuré au sein de l'établissement. C'est le fait de se bloquer ce créneau-là pour faire une activité chaque semaine. Est-ce que du coup vous avez des propositions de sport qui seraient plus adaptées pour qui prennent pas trop de temps ? Ma proposition, ça serait surtout qu'il y ait du sport qui soit encadré et qui fasse partie des maquettes dans l'ensemble des cursus universitaires et dans l'ensemble des écoles. Après, on sait qu'il y a certaines activités, comme par exemple le fait d'aller courir, ça demande forcément moins de temps qu'une organisation qui demande du matériel, etc. Mais l'idéal, ça serait pas forcément de trouver une activité qui prenne moins de temps, mais surtout de structurer un temps d'activité physique pour l'ensemble des étudiants par semaine. Et donc, on sait qu'à l'INSA, les cours de sport sont obligatoires, mais est-ce que vous pensez que s'ils n'étaient pas obligatoires, il y aurait beaucoup d'étudiants qui viendraient chaque semaine ? Alors c'est pas les cours de sport, c'est les cours de PS. Il faut garder ça un petit peu en tête, puisque l'idée c'est aussi de travailler sur toutes les compétences qui peuvent être utiles au public. Je pense que sur certains créneaux, on aurait une quasi-totalité de la promo, mais je pense par exemple sur le lundi à 8h, forcément si c'était pas obligatoire, même certains étudiants motivés peineraient à être là le lundi à 8h. D'où l'importance de garder ces heures-là dans la maquette. Est-ce que vous pensez que les sports collectifs sont plus bénéfiques que les sports individuels pour les étudiants ? Non, je pense que c'est une complémentarité entre toutes les activités qu'il faut pour les étudiants, pour que chacun puisse y trouver son compte, parce que effectivement sur les sports collectifs, on va peut-être davantage bosser les aspects liés à la cohésion ou à la socialisation, mais par exemple ce qu'on va faire en escalade, ça peut aussi aider à travailler sur la gestion des émotions. En fait, toutes les activités vont avoir un intérêt particulier, et je pense que c'est la richesse d'avoir une offre très diversifiée pour que chaque étudiant s'y retrouve. Et le sport a-t-il un impact réel sur la réussite des étudiants ?
dans leurs études? Alors sur la réussite, j'irai pas jusque-là, peut-être, mais je pense qu'il y a un impact très important sur le bien-être des étudiants. Et peut-être que du coup, ça a des conséquences aussi sur la réussite. Ça, je le pense. Après, ça participe à la réussite des étudiants, mais ce n'est pas bien sûr, ce n'est pas le seul facteur qui va favoriser la réussite des étudiants. Mais ça permet d'avoir un développement physique, cognitif, aussi au niveau de la socialisation. Ça permet aussi d'accéder à la culture sportive et artistique. C'est aussi important d'avoir cet accès. Et aussi de lutter contre la sédentarité, qui est aussi importante dans cette tranche de la population. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses. Pas de souci. Et maintenant, une musique qui vous donnera envie de bouger. Dance the Night de Dua Lipa. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. Lately, I've been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. 'Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. When my heart breaks, when my world shakes, I don't play safe, don't you know about me? I could dance, I could dance, I could dance. Even when the tears stop flowing, there diamonds on my face, I still keep the party going, not one hair out of place. Yes, I can. Even when the tears stop flowing, there diamonds on my face. Yes, I can. I still keep the party going, not one hair out of place. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. When my heart breaks, when my world shakes, I don't play safe, don't you know about me? I could dance, I could dance, I could dance, dance the night. On se retrouve après cette interlude musicale pour un point sur la controverse autour de la nouvelle série Harry Potter. Maud, c'est à toi. La nouvelle série Harry Potter, ça vous dit quelque chose? Vous ne rêvez pas, HBO a prévu de relancer la saga en reprenant les livres. Ils les transformeront cette fois en série, à peine 10 ans seulement après la sortie du dernier film. La série sera composée de 7 saisons, une par livre, et la production devrait durer toute une décennie. Les fans doivent être ravis. Ça fait assez polémique parmi les Potterheads qui se demandent si c'est vraiment nécessaire alors que l'histoire a déjà été racontée. Est-ce que cette expansion du monde d'Harry Potter ne risque pas de ternir la magie originale que nous avons tous tant chérie pendant des années, surtout qu'il y a tout un univers à explorer? Beaucoup de fans auraient préféré une série sur les fondateurs de Poudlard ou sur la génération des parents d'Harry Potter. Est-ce que J.K. Rowling aura un rôle dans la création de la série? J.K. Rowling aura un rôle de productrice exécutive, ce qui déplaît beaucoup aux fans. Elle fait polémique avec ses accusations de transphobie. Elle n'est plus très aimée des Potterheads depuis ses tweets se moquant des fans trans et soutenant des personnes ouvertement transphobes. Et les acteurs originaux feront-ils partie de l'aventure?
Vous vous en doutez, les acteurs originaux ne pourront pas incarner leur rôle, et certains ont bien fait comprendre qu'ils ne comptaient pas travailler avec J.K. Rowling de nouveau. On peut dire adieu aux caméos. Il n'y a pas encore de date de diffusion et on ne sait pas non plus qui jouera ces rôles iconiques, mais certains fans ont déjà prévu de boycotter la série. Il fait froid maintenant, l'hiver s'est installé, et ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose, Noël arrive, et je vais vous présenter une manière économique et pratique de préparer ces cadeaux au dernier moment. Puisque Noël approche, vous n'avez toujours pas préparé vos cadeaux ? Alors pas d'inquiétude, le DIY pourrait vous sauver en cette période de fête. Mais c'est quoi le DIY ? C'est dans le nom, le do-it-yourself consiste à faire de vos propres mains des objets pratiques ou décoratifs. Ça peut aller de la simple personnalisation d'objets jusqu'à la création complète de A à Z. Vous pouvez par exemple décorer une tasse avec des marqueurs, transformer un vieux tote bag en super coussin ou bien créer vos propres bougies parfumées. Vous trouverez plein d'exemples sur Instagram avec des comptes comme Shake My Blog qui partagent des tutoriels ultra simples. Et quels sont les avantages du DIY ? Eh bien, ça vous permet déjà d'économiser. Si vous achetez de quoi faire un cadeau, ou encore mieux si vous faites de la récup, c'est beaucoup moins cher que d'acheter ces cadeaux de Noël en magasin. En plus de vous donner bonne conscience écologique, le DIY ne cassera pas votre tirelire. Et puis, le meilleur moyen de faire plaisir en montrant qu'on tient à quelqu'un, c'est de lui offrir un cadeau personnalisé et fait avec amour. Mais je sais ce que vous vous dites. Les cadeaux DIY, c'est souvent moche ou inutile. Mais en fait, ça s'est amélioré. On n'est plus en 2018. Maintenant, on peut trouver une infinité de tutoriels pour tous les goûts et tous les âges, comme je vous l'ai dit précédemment. Il suffit de bien chercher. Alors préparez vos ciseaux et vos pinceaux. Mamie et votre petit-neveu n'ont qu'à bien se tenir. Et maintenant, pour rester dans l'esprit de Noël, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas de Michael Bublé. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once
Et si on changeait complètement d'ambiance pour passer à vos prochaines vacances d'été? Avis aux passionnés de la mer avec vous, Clarisse Tardiveau. Vous ne savez pas quoi faire pendant vos vacances? Ou vous cherchez tout simplement un job d'été? Pourquoi pas passer votre saison à travailler sur les plages en devenant sauveteur en mer? Mais quelle structure peut-on rejoindre pour faire ce job? Eh bien, la Société nationale de sauvetage en mer, ou bien SNSM, est le premier acteur couvrant environ un tiers des plages surveillées. Elle forme et affecte chaque année plus de 1500 sauveteurs, et il existe à Rennes un de ses centres de formation et d'intervention. Et y a-t-il beaucoup d'étudiants parmi ces sauveteurs? Oui, les 3/4 d'entre eux sont étudiants, et ils sont pour la plupart très contents de ce job d'été. Ils ont des responsabilités qui rendent fiers, et ils sont logés et rémunérés pour leur mission par les communes. D'ailleurs, leurs employeurs sont également très satisfaits, car de nombreuses villes renouvellent l'expérience d'année en année. Et le reste de l'année, il n'y a plus de plages à surveiller? Les sauveteurs de la SNSM n'interviennent pas que sur les plages. Le reste de l'année, ils assurent bénévolement des postes de secours. Vous pouvez les reconnaître facilement grâce à leur tenue orange, notamment lors de concerts, de festivals, de manifestations sportives ou encore au Rosen Park. Comme vous l'avez compris, même si sa première fonction est de sauver des vies en mer, la SNSM propose de nombreuses missions variées. Et pour un étudiant, ça rajoute aussi une ligne intéressante sur le CV. Nous allons justement rencontrer un sauveteur en mer expérimenté, Nicolas Maillot, qui est également étudiant à l'INSA de Rennes. Bonjour Nicolas Maillot, donc vous êtes sauveteur en mer au sein de la Société nationale de sauvetage en mer. Donc tout d'abord, quand et pourquoi avez-vous décidé de devenir sauveteur en mer ? Bonjour, ouais, du coup c'est exact. Je suis sauveteur en mer du coup au centre CFI Ille-et-Vilaine 35 à la SNSM. Du coup moi j'ai décidé de devenir sauveteur en mer. J'étais en première, du coup ça devait être en 2016 et j'ai intégré en novembre 2016 la SNSM suite à la recherche d'un job d'été. J'aimais beaucoup vivre dans l'eau, être dans l'eau, et c'était aussi suite à un passé. Ma mère en fait était sauveteuse en mer auparavant. Et comment faire concrètement pour devenir sauveteur en mer ? Du coup c'est assez simple, on peut dire. Pour être sauveteur en mer, il suffit en début d'année, donc vers le mois de octobre-novembre, de se présenter à des tests de sélection. Du coup après, pour ce qui est de la formation, vous avez deux possibilités, en 1 an ou 2 ans, et l'objectif pour avoir le titre de nageur sauveteur, il faut avoir 5 diplômes il me semble. Donc il y a le BNSSA, le PSE1, le PSE2, le CRR qui est le certificat de radio communication, le permis bateau et en fait un 6e, le SSA. Et donc vous êtes également étudiant en école d'ingénieur à l'INSA de Rennes. Avez-vous eu des difficultés pour suivre votre formation de sauveteur en mer pendant vos études ? C'est exact. Aujourd'hui, je suis donc en école d'ingénieur à l'INSA de Rennes. J'ai fini ma 4e année et je fais une année de césure entre les deux. Après, moi, du coup, quand je l'avais passé, j'étais en terminale, comme une grande partie le font, mais pas tous. Des fois, il y a des gens qui vont être beaucoup plus âgés qui vont venir faire leur formation. Globalement, on peut la faire en 2 ans, ça permet de réduire un peu le nombre de formations possibles. Après, en 1 an, avec des cours, je sais qu'il y a pas mal de gens qui le font et normalement c'est possible, mais ça prend du temps effectivement, puisque rien que pour le SSA, ça vous prendra, donc ce qui est apprendre à faire du sauvetage en mer, ça prendra au moins 8 week-ends, plus 3 jours de stage mer de finalité avec tout le monde. Et pour continuer sur votre expérience en plage, avez-vous eu des appréhensions avant de partir pour votre première saison ? Des appréhensions, j'ai envie de dire oui et non. Je pense qu'on en a forcément au début. On s'aventure dans quelque chose qui est un peu inconnu. En plus, moi, du coup, c'était ma première saison, c'était à partir de mes 18 ans, vu qu'on peut surveiller les plages qu'à partir de 18 ans. Donc, c'était à la fin de ma terminale. C'était mon premier job d'été. Oui, effectivement, je pense qu'il y avait quand même quelques appréhensions parce que on vous met la vie de personnes, de plagistes entre les mains. Et donc, faut quand même assurer une surveillance active, être assez sérieux. Après, ce qui est cool, c'est qu'on est vachement entouré. Donc, il y aura des chefs de poste, des adjoints chefs de poste. Et il y aura aussi des chefs de secteur, d'autres sauveteurs qualifiés, SQ.
donc le plus bas niveau qu'on occupe au début. Et donc en fait, on est très entouré, c'est un peu comme une bande de copains et on transmet toute cette expérience un peu comme au sein d'une école ou d'autres associations. Et pouvez-vous nous raconter votre expérience sur vos différentes saisons, justement ? Ouais, carrément. Du coup, moi, ça faisait cette année 6 ans que je surveillais les plages. Du coup, c'était ma 6e saison. Donc une saison, ça peut être en fonction des plages, de avril jusqu'à novembre pour les plus grandes plages. En général, on fait la grande saison qui est le mois de juillet et le mois d'août. Donc moi, j'ai fait 6 fois mois de juillet et mois d'août. Oui, j'ai eu pas mal d'interventions. J'ai fait 6 plages et j'ai eu 5 arrêts cardiaques en tout. Donc c'est ce qu'on peut considérer comme les plus grosses interventions. C'est ce qui arrive quand même le moins souvent. J'en ai eu 2 qui sont arrivés dans la même saison. Donc ça peut être des choses stressantes. Après, c'est un peu, j'ai envie de dire, comme le métier de pompier. On s'habitue à ça et donc on arrive à savoir de mieux en mieux comment réagir. Après, pour vous parler un peu de ma dernière saison, donc cet été, j'étais à Montalivet plage et donc j'ai eu plusieurs interventions. Le plus souvent, ça va être en fait avec les baïnes, comme on les appelle. C'est des courants qui vont vous tracter vers le sud ou vers le nord et ensuite vous emmener au large. Donc en fait, ça vous emmène des baigneurs hors de la zone de bain, ils sont en difficulté, en fait ils nagent à contre-courant donc ils n'arrivent pas à revenir. Du coup on fait des aides à baigneurs et en fait le but c'est de réagir le plus rapidement possible pour rester sur un cas de noyade le moins important. Ensuite d'autres grosses interventions qu'il peut y avoir, c'est à l'aide du Dragon 33. Du coup c'est en fait l'hélicoptère de la sécurité civile. Cet hélicoptère, il est utilisé tout l'été pour que ce soit aide à des gens pour des feux de forêt, mais également pour tout ce qui est sauvetage en mer. Et donc il y a une procédure sur laquelle on a travaillé avec lui pendant les entraînements. C'est assez impressionnant, mais c'est aussi quelque chose d'assez cool à vivre. Donc pour finir, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait devenir sauveteur en mer ? Et quel conseil je peux lui donner, c'est de foncer. Je pense que c'est vraiment une expérience de vie que faudrait que tout le monde puisse vivre au moins une fois dans sa vie. Je pense que ça va apporter beaucoup à la personne, que ce soit humainement, mais également sur le plan de l'expérience. Sur un CV, avoir autant de diplômes, pour la plupart qui sont reconnus au niveau national, c'est également un atout majeur pour vos futurs jobs, que ce soit en école d'ingénieur ou n'importe quel autre métier. Ça montre que vous participez à une vie associative, que vous êtes responsable et que vous êtes capable de gérer des choses qui sont quand même assez importantes, comme s'occuper en fait de la vie de personnes, s'occuper de la vie de personnes en mer ou sur une surveillance de plage l'été. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose et je peux que le conseiller fortement. Pour une personne, c'est une super expérience. Merci beaucoup Nicolas et rendez-vous bientôt sur les plages. Nickel, merci à vous et rendez-vous sur les plages, exactement. Pour finir, un point culture divertissant, ou plutôt un fun fact avec Quentin. Petite devinette, je peux encaisser les balles, faire face à des mitrailleuses avec l'invulnérabilité des tanks, et en groupe, je pourrais affronter n'importe quelle armée dans le monde. Qui suis-je ? Eh bien, selon Major Meredith, un général australien, les émeutes sont la réponse à cette question. En 1932, alors que les fermiers sont déjà appauvris par la crise de 29, une troupe de 20 000 émeutes attaque les champs de l'ouest de l'Australie. Les fermiers ont donc demandé de l'aide à l'armée. Le major est envoyé avec 2 autres militaires armés de 2 mitrailleuses lourdes avec pour une seule mission, éradiquer la menace émeute. Mais tout a rapidement tourné au fiasco. Les émeutes étaient agiles, rapides et se déplaçaient facilement dans les reliefs australiens, contrairement aux véhicules des militaires. Au total, un bilan d'environ 1000 émeutes pour 10 000 munitions tirées, et la presse commença alors à se moquer de cette guerre. Les militaires ont abandonné après 1 mois les pourchasser et ne sont jamais revenus. Le gouvernement a mis une prime sur les émeutes, ce qui a permis de réduire le nombre d'émeutes. Cette espèce est protégée depuis les années 90. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée.